Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 12 décembre 1936, l'un des plus grands succès du cinéma des années 30 sort en salle, Camille. Sur l'affiche, le nom de son actrice principale, Greta Garbo, attire des centaines de milliers d'amateurs. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Très heureux de l'épisode d'aujourd'hui parce que je vous parle de l'un de mes films préférés, toute époque confondue, Camille de 1936 avec nul autre que Greta Garbo. Un de mes films préférés tiré de l'un de mes romans préférés, La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Tout dans cette version est parfait. Les costumes sont magnifiques, c'est des robes d'époque immenses, on est plongé en 1840 environ. Les décors sont majestueux en plus. C'est vraiment l'immensité, l'ampleur colossale d'une production de la MGM, le studio qui produit le film. C'est digne de leur légende. Il y a eu plusieurs adaptations de La Dame aux camélias au cinéma. La première en 1912 avec nul autre que Sarah Bernard. On en reparle tantôt et jusqu'en 1927, il va y en avoir quelques-unes. Mais c'est vraiment la version avec Garbo qui a marqué le cinéma. Avant d'arriver à tourner Camille, où était l'actrice d'origine suédoise dans sa carrière. Oh, good morning. Bolt the door. There's a doorbell ring. Don't answer it. No, I won't. Have you two finished whispering? I'm sorry. I was just giving them in some orders. I don't doubt it. Now, play nicely. Someday I shall get temperamental and object when doorbells ring while I'm trying to play. Did the doorbell ring? Does my music shut out the rest of the world for you? You play beautifully. You lie beautifully. Thank you. That's more than I deserve. Oh, it's not half as much as you deserve, my dear. I'll see who it is. No, I'll tell you. Yes? You won't believe me. No, I won't. Who is it? I might say that there is someone at the wrong door. Or the great romance of my life. The great romance of your life. Charming. That might have been. Greta Garbo est en 1936 l'une des actrices les plus populaires, si c'est pas la plus convoitée. À Hollywood, elle est un peu comme une reine. Depuis le début de sa carrière américaine, environ 1925 on va dire, elle est extrêmement populaire. Elle fait toute sa carrière avec la MGM, avec qui elle va tourner majoritairement des drames. Quand je dis des drames, je parle d'histoires plus que tragiques. On l'a mise dans un sillon d'histoires d'amour complexes et de triangles amoureux qui finit aussi mal qu'un opéra. Ce genre de film va créer la notoriété de Garbo. Sa popularité est oui due à son immense talent d'actrice, mais aussi à un mythe qui l'entoure. Greta Garbo se distingue en 1936 par sa différence majeure avec les autres stars de son époque. Elle cache tout de sa vie privée.
Elle est l'inverse des Joan Crawford, Marion Davies et Marlène Dietrich qui aiment faire parler d'elles et même parfois mettre en scène leur vie privée. Garbeau, elle, c'est tout autre chose. Depuis 1927, elle n'a accordé aucune entrevue et n'en donnera plus jamais d'ailleurs. Mais aussi, elle refuse toute invitation. Contrairement, comme je le disais il y a quelques secondes, aux stars de l'époque qui apparaissent à toutes les cérémonies, la Suédoise brille toujours par son absence. Elle n'a jamais assisté à une cérémonie des Oscars, d'ailleurs elle a été nommée à de nombreuses reprises dans Meilleure actrice, mais elle va jamais aller à toute autre soirée mondaine également. Garbeau préfère de loin la quiétude et le silence de sa maison que les bulles de champagne éclatantes dans leur coupe très chic. Après 1927, Garbeau n'assistera jamais à une première de film. Elle s'en tient même très loin. Sa vie privée est très importante pour elle et ça va même jusqu'à refuser de signer des autographes en dehors des studios, une habitude qui a renvoyé des centaines de passionnés de Garbeau de cinéma bien déçus. C'est certain. Pour l'anecdote, après Camille, en 1936, Garbeau va même refuser de signer des photos et quoi que ce soit à la MGM. Elle ne va plus jamais donner d'autographe de toute sa vie. Même les séances photos se font très rares pour la star. Elle accepte de se faire tirer le portrait que par quelques photographes triés sur le volet et seulement si c'est pour la production d'un film. Les photos publicitaires hors production de Garbeau sont vraiment très rares. Sa solitude et son trait de caractère solitaire a fait beaucoup jaser au cours de sa carrière, comme vous pouvez le comprendre. Aujourd'hui, en 2024, tout ce qui est de la sphère intime de Garbeau, ce ne sont que des suppositions. Ses amours, ses amis, ce qu'elle faisait après le cinéma, tout ça reste très mystérieux. Alors imaginez en 1936, ça fascinait vraiment tout le monde. À la MGM, la réputation de la Suédoise est aussi très compliquée. Garbeau a pas une excellente relation avec ses patrons. En fait, pour les têtes dirigeantes, elle est un peu une enfant gâtée. On refuse rien à Garbeau. Pas parce qu'on le veut, mais bien parce qu'on est obligé de rien lui refuser. Au moindre souci, à la moindre contrariété, la mégastar menace de retourner en Suède et de ne plus jamais poser le pied en Amérique. Une menace qui est prise très au sérieux parce qu'elle a bien failli se réaliser à quelques occasions depuis le début des années 30. La perte de Garbeau pour le studio serait énorme. Chaque année, elle rapporte des millions et des millions de dollars avec ses films, donc c'est mieux d'accepter ses petits caprices. Dans son contrat, il est bien clair que l'actrice peut choisir les films qu'elle veut tourner, mais aussi qu'elle peut refuser n'importe quelle production. Dans le même contrat, on peut lire que rien ne l'oblige à participer aux activités de production d'un film dans lequel elle apparaît. Vous voyez, en 1936, juste avant la sortie de Camille, Garbeau est la superstar du cinéma en plus d'être enveloppée d'un voile d'une aura de mystère. Au début de l'année 1936, la MGM approche Garbeau pour tourner une nouvelle adaptation de La Dame Camélia. For the Lady of the Camellia. And they're almost twice as large as usual. I shall have twice as many as usual tomorrow. Twice as many? Oh, don't listen to her, Bergeron. I know what those things cost. Aren't you willing to listen to her when she orders her hats and dresses from you? They're an investment. Of course, I order too many flowers and too many hats and too many everything. But I want them in the theater. A note for Monsieur le Baron. Just box A. There, Monsieur le Baron, at the left. Show me to my seat. Doesn't Monsieur le Baron wish to send an answer? I'll wait. Decide that later.
dear, do you see that gentleman standing up? Which one? In the second row on the aisle. Yes, do you know him? I know who he is. He's the fabulously rich de Barville, Baron de Barville. I didn't know that rich men ever looked like that. Au début de l'année 1936, le studio de la MGM prend comme projet de tourner une nouvelle adaptation de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, une œuvre littéraire de 1848 qui a connu beaucoup de succès depuis sa création. L'histoire du roman à succès est un classique. C'est le récit d'un homme, Armand Duval, qui tombe en amour avec une femme, Marguerite Gauthier, une courtisane. Mais elle est pas autant en amour avec lui. Il va tout faire pour qu'elle tombe folle amoureuse de lui, mais on sait pas trop si ça marche. On apprend au cours du récit que Marguerite est malade et la fin est tragique. Le livre de Dumas a été l'un des premiers romans adaptés au cinéma. En 1912, Sarah Bernard, la plus grande tragédienne de l'époque, a tourné dans la toute première version, après avoir porté sur ses épaules le poids du succès de la version théâtrale pendant plus de 40 ans. Dans la version de Bernard, c'est un court-métrage de moins de 15 minutes qui a connu un immense succès. Après la version avec la française, il y a quelques autres sorties comme en 1921 avec Alla Nazimova qui en a fait une version plus futuriste et extraordinaire. Je vous en dis pas plus sur cette version parce que je vous prépare un épisode complet sur Camille de Nazimova. La MGM donne donc le projet en 1936 à Irving Thalberg, l'un des producteurs les plus imposants de l'époque. Il est le mari de Norma Shearer et il a surtout aidé l'immense célébrité de sa femme. Thalberg réécoute toutes les anciennes adaptations et est un peu déçu. Le producteur les voit comme des essais, presque ratés pour certains. Il décide alors qu'il ne veut pas faire comme Nazimova, moderniser l'histoire à un point où rien n'est en lien avec l'époque de la création. Il prend la décision de faire créer des décors qui donnent l'impression d'être en 1848, même chose pour les costumes. On redonne à Camille ses apparences d'époque. Par contre, en élaborant le film, Thalberg change les mœurs. Il ne veut pas que Marguerite Gauthier soit traînée dans la boue par la société parce qu'elle est une courtisane. L'homme veut qu'elle soit acceptée par la haute société. Il veut lui donner une certaine classe, bien méritée d'ailleurs. Une fois le plan du film construit, il choisit ses acteurs. Robert Taylor aura le rôle principal masculin et pour l'actrice principale, il est encore indécis. On peut facilement imaginer que Norma Shearer ait voulu tourner Camille, mais à la MGM, personne ne pèse plus lourd que Greta Garbo, comme le disait Lewis Stone. Stone étant un acteur qui a tourné très souvent avec la Suédoise. Si Garbo a décidé qu'elle ferait Camille, Shearer n'avait aucune chance. On sait que le producteur, une fois tous les contrats signés, avait une certaine crainte à travailler avec Garbo. Il connaissait bien sa réputation, bien difficile et craignait certains débordements. Avant le tournage, tout comme Thalberg, l'actrice regarde toutes les versions passées. Elle est chamboulée par la version avec Sarah Bernard. Pour la première fois de sa carrière, elle prend la décision de modifier légèrement son jeu pour le rapprocher de celui de Bernard. Le tournage débute, mais le 14 septembre 1936, Irving Thalberg décède subitement. Camille est arrêtée quelques jours avant que la MGM rappelle les acteurs et annonce que ce sera George Cukor qui remplacera Thalberg. Cukor est admiratif devant le travail de Thalberg et décide de ne rien changer sur la production. Pendant le tournage, il y a certaines petites histoires qui se sont passées et après tout, c'est le sujet de cet épisode-là. Sans surprise, on se lance dans cette portion de la production, ça rime en plus. Fidèle à ses habitudes et à sa réputation, Garbo s'adresse au moins de personnes possible. Elle s'enferme dans sa loge entre les scènes et demande à être dérangée sous aucun prétexte. La seule et unique raison pour laquelle on peut frapper à sa porte, c'est pour lui annoncer qu'elle doit être devant la caméra. Elle ne sort de sa loge uniquement pour tourner ses scènes, des séquences qu'elle fait en une seule prise comme à son habitude. Vous comprenez que quand Garbo sort pour tourner, ça crée tout un engouement auprès des photographes.
On la photographie surtout entre les scènes quand elle se déplace ou encore directement sur les plateaux. Et pour l'une des rares fois de sa carrière, elle se laisse photographier. C'est quand même plaisant aujourd'hui d'avoir autant de clichés d'elle en coulisses, si on peut dire ça comme ça. Robert Taylor a souvent dit en entrevue que travailler avec Garbo était une expérience unique et un peu étrange. Il a déclaré que chaque fois qu'elle sortait de sa loge, c'était comme voir une apparition mystique, rien de moins. C'était comme si la Suédoise était entourée d'une lueur. Tout le monde est impressionné par sa seule présence. L'acteur, qui était encore au début de sa carrière, a aussi avoué avoir été très intimidé de travailler avec la méga star qui était Greta Garbo. Lorsque les deux stars principales tournent ensemble, l'actrice parle que très peu à Taylor. Elle lui dit le strict minimum, comme pour le nouveau producteur d'ailleurs, Cooker. Malgré ces petits détails dont la plupart des employés de la MGM sont habitués, connaissant bien Garbo, le tournage se passe vraiment bien. Malgré ces petits détails dont la plupart des employés de la MGM sont habitués maintenant, connaissant bien Garbo, le tournage se passe vraiment bien. Garbo est une machine, elle arrive préparée, sait ce qu'elle doit faire exactement pour faire ses scènes le plus rapidement possible et dans une perfection incroyable. En plus, elle sait comment apparaître à son meilleur. Elle n'hésite pas à demander un éclairage spécial pour un plan, ni à proposer une mise en scène différente. Mais une chose dérange la star, l'une des habitudes de Cooker. Toute sa carrière, le producteur a eu la réputation d'être très expressif derrière la caméra, de montrer sa joie ou son mécontentement devant une scène par exemple. Il a aussi l'habitude de jouer les scènes avec les acteurs. Derrière son caméraman, Cooker mime les gestes, marmonne les dialogues et c'est ça qui dérange Garbo. Au bout de quelques jours, la Suédoise s'énerve contre le producteur et une dispute énorme éclate sur le plateau. Garbo accuse Cooker d'être insupportable en plus de la déranger sans cesse pendant ses scènes. Cooker, lui, accuse Garbo d'être une ermite et lui mentionne qu'il est très désagréable de travailler avec une actrice que l'on voit aussi peu. Cette journée-là, la star quitte le studio et ne reviendra que plusieurs jours après pour compléter le film. La star va se plaindre à de nombreuses reprises de l'attitude de Cooker à la MGM, mais rien à faire, le producteur ne changera pas à nouveau. Pour une fois, les complaintes de Greta Garbo ont été jetées aux oubliettes. La dernière scène que tourne l'actrice est la scène finale. Divulgateur à l'horizon, la scène de la mort de Marguerite Gauthier. Good news. But there is. Only you must be calm. You mustn't get excited. He's here, madame. He's come back. He's back. But he won't come to see me. I'll brush my hair. Get me some rouge. Help me, Nanine. No, no. What will the doctor say? What does it matter? I must look like... I beg you, Nanine. I must. You must help me, Nanine. Come now. I beg you, Nanine. Marguerite. Marguerite! Oh, it's you. It's not a dream. No, it's not a dream. I'm here with you in my arms. At last. At last. Oh. You're weak. No. Strong. I'll take you far away from Paris, where there are no unhappy memories for either of us. Yes. Where the sun will help me take care of you and make you well again. We'll go back to the country, where we were happy all one summer. Oh, if only we could. If only we could. We can. We will, as soon as you're well enough. Nanine! Nanine! Nanine, get the doctor quickly! Pour Garbo, il est impossible de jouer cette scène intime devant des dizaines de techniciens. Elle demande que tout se passe à huis clos. Un caméraman, Cooker, elle et Robert Taylor uniquement. Une scène qui deviendra mythique tout comme les clichés qui en ressortent. C'est l'une des scènes les plus dramatiques du cinéma de l'époque. Garbo est incroyable.
Pour promouvoir le film en décembre 36, la MGM prend en charge de diffuser toutes les versions passées de Camille. Dans les salles de cinéma, le studio organise des soirées nommées Camille's Night. Pendant plusieurs heures, le public est invité à visionner ces films. Mais la MGM mentionne bien qu'aucune de ces versions n'arrivera à la cheville de la prochaine version avec Garbo. Et ils avaient raison. Dès la première, le 12 décembre 1936, à laquelle Garbo n'assiste pas, évidemment, c'est des milliers, des centaines de milliers de spectateurs qui se rendent dans les salles pour pleurer devant le nouveau drame de l'actrice. Le film empoche plus de 3 millions de dollars à sa sortie et devient l'un des plus gros succès du studio. Garbo est en nomination aux Oscars comme meilleure actrice, un trophée qui lui échappe à nouveau, pendant qu'elle est acclamée partout à travers le monde. Avec Camille, Greta Garbo signe l'un des plus imposants succès de sa carrière qui marque aussi sa légende. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.